Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille. Salut les sportifs, salut les sportives, bienvenue pour cette nouvelle édition de Moselle Sport. Aujourd'hui au programme plusieurs sports de ballon, mais surtout de l'escrime. Alors mettez-vous en garde pour le sommaire. Nous reviendrons sur la désillusion des Metz Canonniers qui, à quelques centimètres des playoffs, ont finalement tremblé dans la dernière ligne droite. Déception également pour Sarrebourg, Moselle Sud Handball qui commençait à rêver de playoffs, mais qui a lourdement chuté à Nancy. Nous ferons le bilan. Ensuite, nous ouvrirons la boîte à souvenirs du Moselle Open avec aujourd'hui l'édition 2003. Et enfin, nous accueillerons notre invité du jour, Christophe Conrad, qui organise avec le club d'escrime de Thionville les championnats d'Europe vétérans. Vous êtes prêts? On remonte les chaussettes et c'est parti pour le sport du week-end. Alors, il me rejoint en plateau, c'est l'homme qui se met sur le bord des terrains, donne des consignes aux joueurs qui le regardent un peu de travers. Vous aurez compris le tableau, c'est Arnaud Desmerlet. Salut Mathieu. Ça va bien Arnaud? Très bien, merci, et toi? Bon, ça va toujours très bien quand on est en plateau ensemble. Arnaud, je commence par contre à croire qu'on est un petit peu des chats noirs, parce qu'on croyait à la qualification de Metz Handball, défaite. On commençait à croire aux playoffs de Sarrebourg, défaite. On commençait à croire aux playoffs des Canonniers, défaite. Comment est-ce qu'on va faire? Comment on se débrouille de ce côté-là? Parce que là, ça devient un petit peu compliqué pour les sports mosellans. Peut-être que finalement, celui auquel on pensait le moins, c'est-à-dire le FC Metz, va nous faire mentir et peut-être que les Grenats vont finir par monter en Ligue 1. En tout cas, c'est vrai que la déception prime pour Metz BC, puisqu'il y avait largement la place. Cette équipe restait sur deux très belles victoires contre Holsheim et Récy-Saint-Martin, deux concurrents directs, mais on savait très bien la semaine dernière, on en avait déjà un peu parlé sur ce plateau, c'est jamais simple d'aller gagner sur le parquet d'un club francilien. La preuve avec cette défaite donc à Tremblay. Le scénario du match est un petit peu cruel parce que c'est vrai que cette équipe en plus a plutôt n'a pas bien commencé justement avec un gros écart d'entrée et bien revenu, mène à la fin du troisième quart-temps et puis de nouveau un gros éclat au début du quatrième, un éclat cette fois-ci fatal puisque les Canonniers ne reviendront pas, ils s'inclinent exactement 93-85 et donc terminent à la plus mauvaise position, c'est-à-dire la troisième et donc pas de play-off. C'est assez cruel de perdre comme ça le dernier match de la saison, de voir les espoirs s'envoler. Et finalement, c'est aussi une saison qui est moins bonne que la précédente, puisque l'année dernière, les Canonniers s'étaient qualifiés en play-off. Ils avaient perdu au premier tour, mais c'était une première pour le club. Les ambitions étaient égales, voire supérieures cette saison. Ça fait mal. Alors je ne sais pas trop quoi penser au moment de faire le débrief de cette saison, puisque c'est vrai qu'à un moment donné, on n'y croyait plus du tout à cette place au play-off. Il y a eu aussi l'annonce du VOSB qui ne voulait finalement pas monter. Donc on s'est dit pourquoi pas. Il y a eu ces deux victoires, comme j'ai dit initialement, contre Récy-Saint-Martin et donc Holsheim. On y a cru, d'autant plus qu'il y avait a priori, je dis bien a priori, ce fameux point de bonus grâce à l'épopée jusqu'en quart de finale de Coupe de France. Et puis finalement, tout s'est joué donc lors de ce dernier match. Donc il y a un double sentiment mitigé, un sentiment de déception, de frustration, parce qu'il y avait la place quand on gagne lors des matchs décisif pour moi contre Holsheim et Récy-Saint-Martin, c'est qu'on a la place en play-off et puis finalement ça ne passe pas, mais comme cette équipe vient de tellement loin, c'est vraiment un sentiment mitigé pour moi. Alors je te propose qu'on jette un œil au classement parce qu'on va se rendre compte vraiment que c'est extrêmement serré comme on l'évoquait tout à l'heure. C'est un championnat qui n'a fait de cadeau à personne, mais finalement les Canonniers vont peut-être regretter certaines défaites qui semblaient évitables. La défaite peut-être face au VOSB à domicile où le match avait été vraiment à couteau tiré, ou peut-être la défaite à l'extérieur face à Fürdenheim alors que Fürdenheim était vraiment au fond du trou à ce moment-là. Finalement c'est les Canonniers qui leur ont redonné des forces. Ça peut laisser des regrets.
Oui, le regret, c'est peut-être la mauvaise période de fin novembre, fin d'année et tout début d'année 2023 avec 4 défaites en 5 rencontres face à des adversaires d'ailleurs de cette fin de saison, puisqu'il y avait notamment Tremblay, Récy, Saint-Martin et Furdenheim. Furdenheim qui termine avant-dernier, donc relégué normalement en National 3. Donc ça, c'est vrai, effectivement la petite déception. Après, moi, ce que je regrette un tout petit peu, on l'a vu sur ce classement, un classement un petit peu bizarre parce qu'on ne sait pas s'il y a le point de bonus qui rentre en ligne de compte ou pas, c'est que finalement Metz BC a le panier avérage face à Holsheim puisque Metz BC a remporté les 2 confrontations, a donc normalement ce point de bonus. On en avait parlé la semaine dernière. Finalement on ne sait pas, finalement ce point de bonus ne compte pas. Et c'est pas illogique, on en a parlé tous les deux. C'était une autre compétition qui permettait à Metz BC d'avoir un point de plus en championnat. Donc c'est vrai que c'était déjà un petit peu paradoxal. Au final, la loi du sport, puisqu'il y a des règles, fait que le Metz BC ne jouera pas les playoffs. On va être pragmatique, c'est ça donc le bilan de cette saison. Donc effectivement, je te rejoins. Il y a de la déception par rapport à ce match de Furdenheim et la déception surtout parce que cette équipe avec de l'ambition fait donc moins bien que l'an dernier. Puisque l'an dernier, comme tu l'as dit, il y avait eu cette élimination face à l'Ogre Toulon et donc là pas de playoff. Donc c'est un petit recul. J'ai envie de me tourner aussi vers l'avenir, puisque c'est vers là qu'il faut tendre maintenant, puisque la saison est terminée. Est-ce que tu crois encore en ce projet? On sait qu'Anthony Tomba a été suspendu la majeure partie de la saison, donc c'était un coach qui était présent, mais uniquement sur les entraînements et autour de ça. On sait que Étienne Horry a très peu joué cette saison, il était malheureusement blessé et reblessé. Gary Florimond a dû tenir la raquette à lui tout seul, mais c'est un joueur pro qui est en semi-retraite, donc est-ce qu'il va encore faire ça longtemps? Est-ce que ce projet, vraiment, tu sens qu'à l'avenir, il va pouvoir atteindre ses objectifs de montée? Je le souhaite, forcément, parce que je pense que la ville de Metz et la métropole de Metz méritent d'avoir un très grand club de basket, au moins en National 2, voire en National 1, ça serait déjà très très bien. Maintenant, je pense qu'on arrive vraiment à une fin de cycle. C'était déjà le cas la saison passée avec le départ de Flo Pietrus. Loïc Akono, c'est un départ quand même significatif. C'est un joueur emblématique de cette équipe des Canonniers. Quid, effectivement, tu l'as dit, de Gary Florimond, qui reste la pierre angulaire de cette stratégie et de ce projet. Est-ce qu'il va vouloir continuer à Metz BC? Vincent Pourchaud devrait rester, mais il a 30 ans. On voit bien qu'il ne peut pas jouer non plus de 15 minutes par match. Il a quand même retrouvé un peu de forme en fin de saison. Il a fait des belles performances. Il a fait des très belles performances, il faut lui rendre hommage. Sur la durée, il faut voir vraiment comment ça peut se passer. Donc moi, je mets quand même un bémol. Il faut voir l'ambition et on sait très bien qu'en plus, Metz BC est un club à part. Il se passe toujours quelque chose, que ça soit sur le terrain et plus encore en coulisses. Donc on verra bien cette intersaison. On peut s'attendre à tout simplement des mouvements, mais j'ai presque envie de dire, et je vais le dire, j'aimerais surtout que ce club sache où il va, avec quel entraîneur. On ne peut pas partir toute une saison, ou quasiment presque, avec un entraîneur qui ne fait que les entraînements. Donc effectivement, il faudra trancher, puisque cette saison, moins bonne que la précédente, c'est aussi un aveu d'échec pour M. Tomba, qui n'était pas présent sur le banc. Il va falloir retenir les leçons du passé, et la première chose, c'est de savoir avec quel coach et avec quel homme. On peut donner une mention spéciale quand même à Yossri Bouelek qui a tenu l'intérim alors qu'à l'origine il devait être qu'adjoint d'Anthony Tomba et qui finalement s'est occupé du sportif pendant toute la saison. Je te propose de faire tout de suite la transition d'une grosse déception à une déception peut-être un petit peu moindre. On va du côté des Yellow Fox de Sarrebourg qui se sont inclinés à Nancy alors qu'ils commençaient à rêver d'une 6e place et d'une qualification en play-off. Tu étais au match, comment est-ce que tu as vécu cette rencontre ? Bah mal déjà, puisque c'est vrai que ça n'a pas été simple, hein. Je ne vais pas faire une phrase bateau, mais c'est vrai qu'un derby ne se joue pas, il se gagne. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a jamais senti, Mathieu, une équipe de Sarrebourg qui avait vraiment l'état d'esprit, en tout cas, pour jouer un derby. Évidemment que cette équipe, elle avait envie de gagner. Bien sûr qu'elle avait envie de mettre les tripes sur le terrain, mais comme l'a dit Arnaud Calbry, elle a peut-être été rattrapée par l'enjeu. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu comme les Canonniers, même si l'ambition de Sarrebourg n'était absolument pas la même en début de saison. Ils y croyaient plus au play-off. Et puis au gré de leurs 5 victoires, 1 nul et 1 défaite lors des 7 derniers matchs, cette équipe des Yellow Fox, il y a de nouveau cru. Il n'y avait plus qu'un point d'écart sur Caen à 2 journées de la fin, en sachant que Caen s'apprête à disputer un dernier match à Cherbourg, club de la Manche. Caen
La Manche n'est pas très loin, donc c'est un derby toujours compliqué. Donc on pouvait y croire. Malheureusement, il n'y a jamais eu d'espoir dans ce match, ou très peu. Début de match compliqué, avec un Ronan Cohn-Prat en feu, qui marque les 3 premiers buts de son équipe, les 4 premiers de son équipe même. Donc c'est vrai que Ronan Cohn-Prat a joué un vilain tour à son ancienne équipe. Mention spéciale à ce joueur qui atteint les 200 buts en championnat. Il a pris une autre dimension vraiment à Nancy. Donc cette équipe nancienne a vraiment pris cette équipe sarrebourgeoise à la gorge. Première mi-temps compliquée avec un gardien Hagen qui a glacé les espoirs de cette équipe sarrebourgeoise. J'aime bien cette blague. Et puis en deuxième mi-temps, on y a cru, mon Mathieu, puisque cette équipe qui avait un débours de 6 buts ou 7 même à la mi-temps est revenue à un tout petit but très rapidement, grâce notamment à un turnover de la part d'Arnaud Calbry, avec notamment Lucas Castel, Quentin Pugliese ou Marius Randrianceeno sur le terrain. Et puis cette équipe, elle a jamais eu la possibilité de concrétiser vraiment son temps fort en égalisant. Il y a plusieurs possibilités quand même. Je pense à Max Postal qui rate un shoot face au gardien, un poteau. Et je pense que vraiment, si cette équipe avait réussi à faire la bascule, à égaliser, voire à prendre l'avantage, peut-être que l'équipe de Nancy ne serait jamais revenue. On ne saura pas. En tout cas, Nancy a mérité largement sa victoire parce que sur la fin du match, c'était un cavalier seul de cette équipe, l'équipe de Yerim Silla, avec, comme je dis, un grand Ronan Cohn-Prat. Alors, tu l'as un petit peu évoqué, la lecture d'Arnaud Calbry. Pour lui, son équipe doit encore grandir. Je vous propose d'écouter sa réaction. C'est pas un échec, pour moi c'est une défaite. Ça montre encore que ce groupe doit grandir. Je pense que peut-être on avait occulté cette 6e place et forcément en se rapprochant, c'est une autre dimension. Un vestiaire, ça se construit, une équipe, ça se construit, un projet, ça se construit dans la durée. C'est très court. En un an, de tout chambouler, d'avoir une équipe qui a l'habitude de jouer le bas de classement et de se retrouver du jour au lendemain à être peu faible. Effectivement, la première partie de saison, on a été une fois 4e, une fois 5e, et souvent derrière, on s'est pris les pieds dans le tapis. C'est arrivé encore ce soir. Ça montre que cette équipe, elle avait encore besoin de grandir. Du côté des joueurs, Hugo Christ et Dylan Grandjean accusent le coup, mais ils veulent que l'équipe reste soudée en vue du dernier match. Moi, c'est la défaite fait mal. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est vraiment la manière qu'on lâche à la fin comme ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça perdre comme ça. Après, voilà, il nous reste encore un match. On veut finir la saison ensemble, bien. Voilà, on a un bon groupe et voilà. Par contre, effectivement, la manière et la défaite fait mal. Ça reste un match, c'était un derby, même si on ne jouait pas sous les playoffs, entre guillemets, ça restait un derby. Enfin, il fallait quand même le gagner. On rêvait un peu de playoffs, mais voilà, ça nous fait redescendre un peu sur terre, ça nous fait pas de mal. Voilà, difficile à digérer forcément, surtout la manière. Voilà, de perdre à Nancy, c'est surtout la manière comment tu perds. Donc voilà, ça fait... c'est dur à avaler, mais bon, il reste encore un match. La saison est déjà quand même belle. Voilà, faut pas qu'on se disperse, faut qu'on reste concentré et qu'on reste quand même ensemble. C'est des défaites qui sont dures pour tout le monde, mais il faut quand même qu'on reste soudés parce qu'on peut être fiers de ce qu'on a fait quand même. Alors Arnaud, pour grandir, pour continuer d'avancer, il va falloir construire un équilibre au niveau de l'effectif des joueurs. C'est pas simple quand on est un des plus petits budgets du championnat et on connaît déjà quelques départs. Ça peut être un petit peu délicat. Oui, tout à fait. C'est vrai que les départs sont en plus plutôt significatifs. Je pense spontanément à Aurélien Padelus, qui est la clé de voûte en défense. Marco Mangon, qui est tout simplement le meilleur buteur de cette équipe. Donc ça fait déjà 2 joueurs importants. J'oublie pas Geoffroy Carabas au poste de pivot, qui a lui aussi été très important dans la très belle saison de Sarrebourg. Donc effectivement, au niveau des mouvements, on devrait en savoir plus dans quelques jours. Mais là aussi, je parlais tout à l'heure de pages qui se tournaient pour les canonniers. Cette intersaison à Sarrebourg va être aussi intéressante à suivre, mais décisive d'ores et déjà pour la saison prochaine. Alors pourtant, il y a quand même quelques prolongations qui ont été officialisées. On avait Hugo Christ, qu'on vient de voir, Félix Verdel, Louis Despréaux. Et le club a aussi officialisé le fait que Quentin Pugliese et Samy Douchet restaient la saison prochaine. On va d'ailleurs écouter leur réaction à ce sujet. Je suis très content d'avoir prolongé à Sarrebourg parce que c'est un club qui m'a quand même bien appris déjà sur ma première année professionnelle et je suis très content de continuer. Je vais essayer d'apporter de plus en plus à cette équipe et
continuer à progresser et essayer de vous faire vivre des bons moments à Coubertin. Je prolonge l'aventure, je suis très heureux pour la 7e année consécutive. Forcément, c'est beaucoup de plaisir. Moi, Sarrebourg, c'est un club dans lequel je me sens très bien et j'aimerais m'inscrire dans la durée. C'est ce que je fais, c'est ce que j'aimerais continuer à faire. Sarrebourg grandit chaque année au niveau de ses ambitions. Ça me caractérise beaucoup de mettre la barre plus haute chaque année. Et dans la ligne des prolongations, les bruits de couloir nous indiquent qu'il devrait y en avoir d'autres assez prochainement. Mais il y a un dossier qui est particulièrement brûlant, c'est celui du coach Arnaud Calbry. Arnaud, difficile de s'inscrire dans la continuité si on ne garde pas Arnaud Calbry. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que c'est l'architecte de cette brillante saison de Sarrebourg. Il a permis aux jeunes de passer un cap. On a vu Quentin Pugliese qui est arrivé un petit peu sur les talons à Sarrebourg. Quand je vois son match contre Nancy, le début de deuxième mi-temps qu'il réussit avec vraiment de belles initiatives, quelques jolis buts à plus de 9 mètres, on voit tout le travail vraiment d'Arnaud Calbry au quotidien, puisque effectivement Arnaud Calbry vraiment cette saison, c'est aussi et surtout grâce à lui. Et je ne vois pas Sarrebourg-Moselle-Sud Handball sans cet entraîneur la saison prochaine. Après, je ne suis pas président, je sais que les finances ne sont pas extensibles, même si Arnaud Calbry n'en fait pas une question d'argent, ça c'est une évidence. Je pense qu'il faut qu'ils se mettent autour de la table, très intelligemment. Je ne vois pas un autre épilogue qu'un maintien d'Arnaud Calbry. En tout cas, c'est ce que je souhaite, parce que c'est un super coach et un mec très sympa. Tu l'as dit, il y a des très bons côtés dans cette équipe et il va rester une occasion de la célébrer, cette équipe. Ce sera vendredi à Coubertin, un match important, un autre derby si on veut, puisque c'est contre Strasbourg, une équipe qui avait donné un petit peu de fil à retordre un peu plus tôt dans la saison lors du match aller. Et ce match, on va le retrouver sur Moselle TV avec Jean-Yves Schaff et monsieur Arnaud Desmerlet. Est-ce que tu es prêt à commenter ce match vendredi à 20h25 ? Oui, après c'est vrai que c'est un match un peu particulier, c'est toujours un match de fin de saison, c'est le dernier, donc Strasbourg est relégué. Sarrebourg aura une volonté, c'est bien terminer effectivement cette saison, mais au-delà du résultat sportif, je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions puisque tout ce club voudra remercier les joueurs qui sont en partance. Tout à l'heure j'ai parlé de 3 joueurs importants, Mangon, Carabas notamment. Il y a d'autres joueurs qui vont partir à l'intersaison et des joueurs cadres qui sont là depuis plusieurs saisons et qui ne vont pas poursuivre l'aventure avec les Yellow Fox. Et donc je pense à eux, je pense à Max Postal, je pense à Adrien Schaff, à Lucas Limousin, qui sont des enfants vraiment du club. Et tout à l'heure on a entendu Hugo Christ qui parlait que le groupe était très bien, vivait bien. Et je pense que tout le groupe a envie aussi et surtout de terminer par une victoire pour terminer avec ces joueurs-là par une victoire. Arnaud, on reparlera du Sarrebourg-Moselle-Sud Handball. On aura l'occasion de faire un bilan, peut-être même dès la semaine prochaine. Pour le moment, on va essayer de regarder dans la boîte à archives. C'est le moment de notre pastille Moselle Open. Alors, avant la 20e édition du Moselle Open qui aura lieu en novembre, nous avons choisi de regarder dans la boîte à archives pour faire l'historique des précédentes éditions du tournoi mosellan. Cette édition, aujourd'hui, ce sera l'édition 2003. C'est parti. Les 4 sacres de Joe Wilfried Tsonga, les 3 couronnes de Gilles Simon, le 2e titre ATP de Novak Djokovic ou David Goffin, les sensations Peter Gojowczyk ou Jérôme Hénel, le Moselle Open, tremplin à champion ou théâtre de parcours improbables, s'apprête à fêter ses 20 ans lors d'une 20e édition événement. Elle se déroulera, une fois n'est pas coutume, du samedi 4 au samedi 11 novembre, entre le Masters de Paris et le Masters de Turin. Avec son directeur emblématique Julien Bouter, voici l'histoire sportive d'un tournoi pas comme les autres. En 2003, le Moselle Open prend la succession dans le calendrier ATP du tournoi de Toulouse suite à l'explosion de l'usine AZF en 2001. Comme un symbole, Arnaud Clément, finaliste de l'Open d'Australie en 2001, est le premier lauréat à Metz. Effectivement, quand je suis encore joueur, ça doit être en 2001, j'ai atterri donc à l'aéroport de Toulouse pour jouer le tournoi. Et j'ai atterri et je branche mon téléphone, message de Patrice, il me dit laisse tomber, rentre chez toi. Et donc je l'appelle, il me dit effectivement il y a eu l'explosion. C'était Patrice Dominguez, directeur du tournoi à l'époque. Patrice Dominguez était directeur du tournoi et ça devait être un samedi ou un samedi matin.
il me semble. J'ai atterri et puis il y a eu l'explosion fin de matinée, je crois. Et à ce moment-là, des dégâts matériels, le Palais des Sports fissuré et le tournoi donc qui est annulé. Donc suite à ça, il passe un an et demi à chercher un site en France pour pouvoir organiser à cette période-là, donc un site en indoor, en salle. Parce qu'en 2001, le tournoi n'avait pas pu avoir lieu. Et en Exactement. 2002, c'était un challenger. Ils avaient fait quand même un petit tournoi de circonstances. Oui, un tournoi de circonstances, mais ils cherchaient justement une salle qui pouvait abriter plus de 4000 personnes pour pouvoir organiser un ATP 250. Il y a une règle, c'est que si pendant 3 ans, un tournoi n'est pas organisé, pour quelque raison que ce soit, le propriétaire en perd la licence. D'accord. Et à ce moment-là, moi je le croise à Indian Wells en 2002 et je lui dis mais où t'en es? Il me dit m'en parle pas, c'est un enfer. Je lui dis mais tu sais que nous on a eu un palais des sports qui a brûlé. Il y a eu une reconstruction, un nouveau site qui s'appelle les Arènes de Metz. Si tu veux, d'un point de vue économique, politique ou autre, je connais pas mal de monde. Si tu veux, on regarde ce qui est possible de faire pour organiser ce tournoi. Et donc à ce moment-là, je rentre d'Indian Wells, j'en parle à mon ami donc Yvon Gérard, qui s'occupait donc quand j'étais joueur de tout ce qui était extra sportif, et on descend à Monaco dans la foulée, et puis on parle, et le projet Moselle Open part de ce moment-là. C'est comme l'impression de raviver un feu, puisqu'on a eu l'Open de Lorraine qui a dû s'arrêter en 83 de mémoire, je l'ai peut-être pas, mais 84, 85, voire 86. Et on a toujours eu un territoire amateur de tennis. Et c'est vrai qu'en travaillant, moi en tant que joueur, c'est vrai qu'on a travaillé sur une exhibition pour inaugurer les arènes il me semble que c'était en 2001, voire en 2002. Et ce projet-là a pu donner l'idée de faire un tour de Coupe Davis ici. Donc on avait réussi en très peu de temps à rassembler tout ce public d'amateurs et amoureux de la petite balle jaune. Et il y a eu déjà dès la première édition un engouement populaire assez impressionnant. Et en 2003, cette première édition, elle est marquée par la victoire de Arnaud Clément face au Chilien Fernando González. Arnaud Clément qui 2 ans auparavant avait disputé la finale de l'Open d'Australie face à André Agassi. Oui, alors c'était un premier tournoi pour ma part, en plus assez particulier puisque j'ai pas pu le disputer alors que j'étais encore joueur. On arrive sur une finale de ce premier événement entre un des meilleurs joueurs français du moment qui est Arnaud, certainement un des plus populaires aussi, qui livre le plus de choses sur le terrain et face à un extraterrestre à l'époque, puisque je pense que ça a été un des top 5 des joueurs qui frappaient le plus fort et notamment côté coup droit, avec une gueule, un charisme, et on a la finale de rêve. J'ai envie de dire une finale en 3-7 et le couronnement d'Arnaud qui a été un moment magique pour clore cette première édition. Et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle archive du tennis mosellan. Pour le moment, on passe tout de suite à l'invité du jour. Nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Conrad qui s'occupe du club d'escrime des Trois Frontières et qui va accueillir le tournoi européen vétéran. C'est un énorme événement. Bienvenue dans Moselle Sport tout d'abord. Merci, bonjour à vous. Alors comme je l'ai dit, c'est un événement énorme pour la ville de Thionville qui va accueillir énormément de tireurs mais aussi du public et des accompagnants. Comment s'est passée la genèse de ce projet, l'idée de faire venir ces championnats à Thionville? Alors c'est une idée qui a germé dans la tête de plusieurs passionnés dans le club Escrime Trois Frontières, dont je suis le président. Et en fait, on a proposé une candidature qui a été soutenue par la ville de Thionville, acceptée par l'EVF qui chapeaute cette compétition. Et nous y voilà. Donc c'était prévu en 2021. Pour raison Covid, ça a été décalé. Et là, ça commence demain. Alors ça a laissé le temps de faire des travaux, notamment au niveau du complexe de la Millière. C'est pas rien, c'est un bel investissement qui a été fait pour mettre en ordre le complexe et permettre d'accueillir de beaux événements comme celui-ci. Absolument, il y a eu effectivement des travaux importants qui ont été réalisés par la municipalité dans le complexe
ce qui est une bonne chose, même en vue des préparations des Jeux de Paris 2024. Alors dans l'intitulé de cet événement, il y a le mot vétéran, ce qui pourrait peut-être laisser penser à certains que c'est presque loisir et pas hyper compétitif. Pourtant, on va retrouver d'anciens champions. Ça commence à partir de l'âge de 40 ans, donc autant dire qu'à 40 ans, et je vais rassurer peut-être certains de nos spectateurs, on est encore plutôt frais. On peut s'attendre à une belle compétition dans les prochains jours. Absolument. Pour la petite histoire, j'aimerais préciser que le dernier tournoi de Coupe du Monde qui a eu lieu à Cali, le week-end dernier, a été gagné par un personnage qui avait 42 ans et qui a battu des petits jeunes. Donc à 40 ans, on peut être encore très performant à l'escrime. Alors comment ça se passe d'ailleurs au niveau des catégories? Parce que j'imagine qu'on ne fait pas combattre des personnes de 40 ans avec des personnes de 80. On essaie de jauger peut-être un petit peu? Absolument. Heureusement d'ailleurs. Donc les catégories sont scindées par tranches de 10 ans. Donc on a les 40-49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans et 70 ans et plus. Alors là, comment ça se passe dans la dernière ligne droite? On parlait d'à peu près 1500 participants, peut-être aux alentours de 1600. Ça se confirme? Tout à fait. On a quelques défections, mais on est à environ 1550 présents. Quel est le participant le plus âgé? Je rebondis sur la question précédente, parce que vous avez dit 70 ans et plus. Alors, j'ai pas envie de dévoiler l'âge de tous les participants, mais on a une dame qui s'appelle Marie-Chantal Demaille, qui est une Française, qui a été multiples fois championne du monde, qui a fait les Jeux, qui, je veux rien dévoiler de trop, mais qui a plus de 80 ans et qui est encore très impressionnante. Alors pour accueillir autant de personnes dans une situation comme celle-ci, de compétition, etc., ça demande un gros investissement aussi au niveau des bénévoles. Comment ça s'est passé de ce côté-là? Vous êtes nombreux à avoir travaillé sur le projet? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment, sans les bénévoles, rien ne se ferait. Et sans les bénévoles, cette organisation est juste impossible. Donc on est à peu près à une centaine de bénévoles qui œuvrent depuis des semaines et des semaines pour rendre l'événement grandiose. Alors, on a pu poser quelques questions à Pierre Cuny, le maire de Thionville, qui est particulièrement content d'accueillir cet événement. On l'écoute. C'est grosso modo entre 2500 et 3000 personnes qui vont venir sur Thionville sur 4 jours, développer ce championnat d'Europe vétéran d'escrime. Des compétiteurs de très haut niveau, qui ont plus de 40 ans, mais pour certains qui sont anciens champions du monde, anciens champions olympiques, et puis bien sûr tous ceux qui accompagnent ces champions. Non, je crois que pour Thionville, c'est peut-être la plus grosse manifestation hors Tour de France sportive qui est organisée aujourd'hui sur son sol. Clairement, depuis que je suis maire, j'ai immédiatement placé le sport au cœur des préoccupations, en termes bien sûr de rayonnement, mais aussi d'attractivité territoriale. Il y a le rayonnement, il y a le faire savoir et le savoir-faire. Et il faut mettre les deux en même temps. Le sport est un magnifique vecteur qui porte des valeurs absolument universelles à travers la solidarité, la sueur, le goût de l'effort, le partage, mais aussi pour une ville, bien entendu, un rayonnement, un marketing qui montre que Thionville aujourd'hui est rentré dans une dimension supérieure en ce qui concerne notamment sa structuration sportive. Alors on a entendu les mots magiques, terre de jeu. Arnaud, Thionville espère jouer un rôle, accueillir peut-être une délégation. Donc il y a le complexe de la Millière. Et puis on pense aussi à la salle Jean Burger qui a fait lieu d'une rénovation également. Alors je ne voudrais pas mettre la pression à notre invité, mais je pense que c'est un galop d'essai. Au-delà que ça soit une compétition de très haut niveau, effectivement, je pense que certains athlètes de tous les pays du monde vont se dire, si ça se passe bien, vont peut-être dire à leur délégation, l'an prochain, pour préparer les Jeux, on connaît une salle qui s'y prête, même il y en a peut-être même deux, puisque tu as évoqué la salle Jean Burger. Donc effectivement, ça peut être tout bon pour la Moselle, mais également Thionville. Pourquoi pas ne pas accueillir effectivement des délégations qui viendraient donc préparer les Jeux Olympiques de Paris à Thionville. Ça serait super. En tout cas, effectivement, je pense que ça serait l'événement parfait pour montrer en tout cas le savoir-faire d'une telle opération. Christophe, le 3F n'a pas attendu cet événement d'ampleur pour se montrer sous son meilleur jour. On pense par exemple à Romain Canon qui a brillé aux Jeux Olympiques, mais aussi à une jeune garde qui commence à monter, notamment en équipe de France, et à quelques adhérents également qui performent au plus haut niveau et qui sont plutôt bien classés. Comment ça se passe en ce moment à l'E3F? Et Romain Canon qui était de passage en Moselle il n'y a pas si longtemps. Donc ça prouve aussi que la Moselle est une terre d'escrime. Je pense que tout ça, ça a été réfléchi, il y a une idée derrière la tête. On peut faire confiance à Patrick Weiten et Armel Chaban pour nous dénicher 2-3 délégations.
Tout à fait. Donc effectivement, Romain Canon est le parrain de notre événement. Malheureusement, il ne pourra pas être présent parce qu'il est en tournoi de Coupe du Monde à Istanbul à cette date. Mais là, on va avoir la chance d'accueillir Yannick Borel, multiple médaillé mondial, qui viendra nous rendre visite le samedi 20, qui sera présent toute la journée. Donc, parce que lui est blessé et ne pourra pas participer au tournoi de Coupe du Monde d'Istanbul. Mais vous avez complètement raison, je vous rejoins, c'est tout à fait d'ailleurs dans notre perspective, on essaie de servir aussi de cet événement pour rebondir en vue des Jeux de Paris 2024, pour mettre la lumière sur le complexe sportif et les capacités que l'on peut avoir d'accueillir, grâce aussi à nos tireurs d'expérience. Par exemple, on a la chance d'avoir à l'entraînement toutes les semaines à Thionville dans notre club le 4e mondial à l'épée, qui est un Belge, qui s'appelle Nesser Loyola, mais qui est 4e mondial. Pour la petite histoire, Romain Canon est 3e et Yannick Borel 5e. Autrement dire qu'il y a du niveau à Thionville au niveau des entraînements et au niveau du club. En tout cas, je vais le rappeler, les championnats d'Europe d'escrime catégorie vétéran, c'est du 17 au 21 mai au complexe Lamière à Thionville. Et c'est en entrée libre, il faut quand même le mentionner. Vous ne regretterez pas d'y avoir jeté un œil. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Christophe, je vais vous souhaiter un très bel événement, une belle affluence. Et on souhaite que Thionville rayonne et attire des événements autour des Jeux Olympiques, c'est notre souhait. Arnaud, merci d'avoir été là, merci aux équipes techniques. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou sur moselle.tv. D'ici là, transpirez bien. Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille.